Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum Pour un petit message avant que le podcast commence, simplement, on a fait avec Vincent l'historien une superbe discussion. On était ravis des allures que ça prenait et on a kiffé en même temps qu'on le faisait. Malheureusement, indépendamment de notre volonté, problème technique, de réseau internet et tout ça, ce qui fait que malheureusement l'image freeze sur la durée du podcast. Mais rassurez-vous, on nous entend très bien et de plus, tous les visuels, photos, affiches de box apparaissent et vous permettent de savoir où on en est dans la discussion. Donc ce que je vous propose, c'est écoutez-le comme un podcast. Voilà, ça sera parfait. Et j'espère que ce qu'on y dit vous satisfera. Moi je suis très fier de cette discussion et je remercie encore Vincent, l'historien, d'avoir été là pour ce chapitre de boxe qui vraiment mérite qu'on s'y replonge avec passion. Voilà, c'est dit, profitez-en, puis moi je vais aller casser mon matériel parce qu'il le mérite. Allez, bon podcast, ciao. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Pour une discussion historique, devrais-je dire, j'allais dire une discussion Hall of Fame, mais cette discussion va être une discussion vraiment très à part, et donc quand il est question de la grande histoire de boxe, je suis obligé de prendre le grand historien francophone de boxe. Vincent, comment ça va, Vincent? Salut Captain, salut à tous les pirates. Ben écoute, ça va, et dans cette période d'août, malgré le contexte actuel, on va dire que ça va. Ouais, effectivement, ben justement, par rapport au contexte actuel, on avait l'idée, mais depuis très longtemps, hein, Vincent, on avait l'idée, encore une fois, depuis au moins l'année dernière, voire plus, de vous parler, d'essayer de vous faire le portrait d'une belle, une belle et extrêmement grande époque de boxe qui est arrivée après, après que le monde ait vécu des années d'enfer. C'est-à-dire, on avait depuis très longtemps envie de vous parler de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale en ce qui concerne la boxe, et en quoi la boxe dans le monde occidental a été un sport aussi qui a revivifié les foules, les esprits, et qui a donné aussi de l'enthousiasme sportif après des années assez terribles. Donc, euh, ce portrait d'une époque, on avait envie de le faire depuis très longtemps. D'ailleurs, depuis qu'on vous avait fait le portrait de Henry Armstrong l'année dernière, je vous renvoie à ça. Je mettrai le lien dans la description parce que on est un peu dans la continuité, un peu dans une suite. Donc, comme on vous le disait, les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale s'arrêtent enfin. À cause de cela, un immense champion. Vous voyez là, je vous ai mis le portrait de quatre personnages dont on va vous parler aujourd'hui. On a le plaisir de vous en parler. Et je te dirais même que en fin d'émission, Vincent, on parlera même d'un cinquième personnage. Mais ça, c'est la surprise. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et euh, excuse-moi, je suis en train de faire le montage évidemment comme d'habitude en même temps que je te parle. Cette deuxième guerre mondiale aura, euh, comment dire, désorganisé cette carrière immense de ce boxeur immense, vous le savez, qu'est Joe Louis. Joe Louis a été un phénomène, comme on n'a pas, peut-être certains n'ont pas conscience, mais un phénomène comme rarement dans la boxe, quoi. C'est comparable à tous les phénomènes qu'on connaît mieux, comme Tyson, etc. Et voire encore plus, hein, voire encore plus. Oui, C'est, oui. oh oui, t'es d'accord avec moi, Vincent? Et donc la Seconde Guerre mondiale, évidemment, va désorganiser sa carrière. Euh, Toi, comment t'interprètes ça, ce hiatus que Joe Louis est obligé de prendre pendant cette Seconde Guerre mondiale? Dis-moi. En fait, comme tu dis là, tu vois, je le réalise, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale a entravé pas mal sa carrière, et quand tu vois la carrière qu'il a quand même, tu te dis, Ouais, mais ça aurait c'est été faux. terrible de se dire, enfin, ça aurait été fou
de se dire la carrière qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu ça, parce que Mm. déjà la carrière qu'il a réussi à faire malgré la Seconde Guerre mondiale, en fait, Joe Louis, tu le disais, c'est un phénomène, et en fait, je crois que tu seras d'accord avec moi, Captain, je pense que Joe Louis, c'est vraiment le mec qui, peut-être plus que personne, a incarné pour le grand public ce que doit être le champion du monde poids lourd. C'est-à-dire cette aura de puissance, vraiment. Mm. Et c'est pas que, on va le voir, c'est pas comme pur destructeur. Enfin, c'est un destructeur très méthodique. C'est un destructeur qui est en avance sur son temps au niveau de sa technique de boxe. Mais il a vraiment cette incarnation. C'est le champion du monde poids lourd. C'est Ouais. la puissance incarnée, vraiment, Joe Louis. Ouais. Et ce règne qui fait qu'en fait, on va le voir, a été tellement long que je pense que beaucoup, en fait, à cette époque-là, des jeunes qui admiraient Joe Louis ont oublié l'avant Joe Louis, la période en fait où il y avait d'autres champions du monde poids lourd avant lui. Ça a tellement duré longtemps, Joe Louis. Mm. C'est intergénérationnel, quoi. C'est énorme ce qu'il a fait. Et oui, comme tu dis, c'est un phénomène dont je pense les gens n'ont pas forcément conscience aujourd'hui. Mm. Tous les gens qui ont fantasmé en fait sur la carrière de Mike Tyson, disant oui, si Mike Tyson ça avait été comme ça, il aurait pu. Ben en fait, c'est Joe Louis en fait. Joe Louis, c'est ça. C'est ce qu'aurait pu être, pour caricaturer un peu, Mike Tyson sans ses démons. Peut-être c'est ça en fait. C'est ça, avec déjà à l'avant, avant la guerre, Joe Louis qui impose et qui impose une boxe aussi. Joe Louis, c'est aussi, vous savez, c'est ce genre de personnage et ce genre de légende sportive qui amène une plus-value à tout un sport. Il faut comprendre ça, tu vois. Et la boxe n'est plus pareille avec Joe Louis. N'est plus pareil, tu vois. Et c'est un phénomène. Et on est dans des années où, encore une fois, les habitudes qu'on a prises aujourd'hui sont complètement dans nos esprits, hein, des habitudes mentales. C'est-à-dire quand un boxeur boxe, justement, quand on va le revoir, toutes les périodes de non-boxe et tout ça. Euh, L'époque est complètement différente, hein. Ça boxe extrêmement souvent, même plus que de raison, hein, pour la santé, hein. Je veux dire, les médecins d'aujourd'hui, enfin, les médecins d'aujourd'hui, euh, avec une éthique de médecin encore, regarderaient cette époque en se disant, en étant effrayés par les risques qui sont pris. Et Joe Louis, au retour à la fin, on va dire en deuxième période de 45, quand il revient, parce que il revient doucement. Mais n'oublie pas une chose, c'est que Joe Louis, il y a une défaite seulement. Il y a une défaite, et encore cette défaite est, certains diront, un accident. Une défaite qu'il a vengée. On ne saura jamais, hein, on saura, Ah oui, voilà, il a elle une remonte à défaite 1936. et à 36. Défaite évidemment vengée, avec une importance historique dont tout le monde sait, contre Max Schmeling. Voilà, mais c'est une défaite qu'il a réussi à, comment dire, d'une part venger et dans l'esprit de tout le monde, à faire dire, bon, ça a été une soirée sans pour moi, mais le vrai Joe Louis, il est là et il est indestructible et il est imbattable. Donc, C'est ça. on sort de la guerre, Joe Louis est toujours considéré comme l'homme imbattable. Imbattable. Et c'est le taulier. Mais c'est une figure un peu compliquée parce que Joe Louis, avant la guerre, c'est le Joe Louis jeune, assez très moderne pour l'époque, pour les années 30, extrêmement moderne, John Louis. Après la guerre, c'est le Joe Louis, toujours indestructible, mais avec, je ne sais pas si tu seras d'accord, avec cette image de vétéran déjà du sport. Oui. Mais tu te rends compte, après la guerre, donc en 1946, du coup, on va dire, on va Ouais, pas partir en 45, on va direct partir en 46. Tout à fait. Le mec est déjà champion depuis 8 ans, en fait. Hmm. Non, même plus que ça, il est devenu champion contre Braddock en 37. Donc ça va faire 9 ans qu'il est champion du monde déjà, le gars. C'est énorme. C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est déjà un record chez les poids lourds à ce moment-là, et même au vu d'aujourd'hui, si à la limite Klitschko, peut-être qu'il avait fait 9 ans et un peu plus, on va voir que Louis va faire plus, mais déjà il est sur un record, quoi. Et c'est déjà un vétéran, et c'est ce que je te disais en fait en tout début. Je pense que beaucoup de gens ne se souvenaient même plus de l'époque d'avant Louis chez les lourds, quoi. Ça faisait une éternité déjà qu'il était l'image du champion poids lourd, et qu'il avait éclipsé tout ce qu'il y a eu avant, surtout qu'avant lui, en fait, c'était une période un peu faste, où il n'y avait pas forcément des mauvais champions, mais ça bougeait le titre dans tous les sens, quoi. Si tu regardes, il y a eu,
Charquet, Carnera, Baer, Braddock, et lui en fait il a apporté une stabilité un peu à tout ça, Joe Ouais, Louis. c'est vrai, tout à fait. Ouais, non, le taulier, c'est devenu une figure, c'est une figure indéboulonnable. Et de cette après-guerre, je dirais que pour la boxe redémarre tranquillement avant une effervescence de folie. Cette 45-47, Joe Louis boxe pas beaucoup et revient et a un autre combat face à moi, ce que je considère être dans le Joe Louis première mouture son grand adversaire Bill Conn. Et il bat Billy Conn, je crois que c'est en 46. Mais en fait, ce vent de fraîcheur va arriver avec le fait que Joe Louis soit toujours là et l'arrivée de trois personnages absolument essentiels à, comment dire, à comprendre pour comprendre cet âge d'or. Et je parle bien d'âge d'or parce que nous, en tant que contemporains de cette ère ultra moderne, on se dirait toujours ah mais l'âge d'or, est-ce que c'est les années 80 avec Mike Tyson, est-ce que c'est les années 70 avec Mohamed Ali. Mais je crois que tous ces âges d'or là qui sont réels, hein, on va pas les diminuer en termes d'impact, ils ont été réels. Je pense qu'ils ont tous bénéficié de ce qui va se passer entre 47 et 55. Et de cet engouement, de cette folie, de cette passion américaine et occidentale pour un groupe de poids lourds qui va, et là il faut bien le comprendre, qui va remplir des stades de baseball. Le baseball est aussi à son apogée. Le stade de baseball devient un lieu assez important dans la ville américaine elle-même. C'est là que se réunit la foule. Tu vois. Donc Ah oui. s'il y a un événement de foule à faire, on utilisera le stade de baseball. Et on est sur ce chapitre que moi j'aurais pu, je sais pas comment je vais appeler encore la vidéo, mais je te dirais que pour moi c'est la parenthèse baseball de des poids lourds, mais qui qui va en fait simplement cristalliser la passion et son rayonnement ira très très loin, très très loin. Et donc quelle est cette génération? C'est une génération, on va vous donner ce portrait tout de suite, très rapidement, avant de rentrer dans la boxe elle-même. Il y a Joe Louis, on vous l'a montré, évidemment. Il y a un autre personnage qui aussi, lui, a beaucoup boxé l'avant-guerre et tout ça, qui est un petit peu le mec qui a dû labourer le terrain. Vraiment, tu sais, ça, il y a une notion de labeur parce que c'est pas facile et on se demande, il finira jamais par être champion, il finira jamais par être champion. Mais il est ultra important à parler de Jersey Joe Walcott. Jersey Joe Walcott, alors on va simplement vous donner les petites idées qu'on a de Jersey Joe avant de revenir sur les grands duels qui vont arriver. Mais Jersey Joe, pour moi, c'est ça. Mais c'est aussi, moi je trouve, en termes qualitatifs, un apport. C'est l'idée qu'un boxeur rablé, musculeux, extrêmement athlète, peut avoir un footwork de folie. De folie. C'est extrêmement moderne. Jersey Joe est un vétéran déjà à l'époque, mais ce qu'il apporte sur les lignes, c'est très moderne. C'est pas convenu du tout et c'est génial à regarder. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais pour moi, tu vois, Jersey Joe Walcott, je l'ai toujours vu un peu comme le plus digne pardon, héritier de Jack Johnson. Dans cette façon de boxe assez défensive en contre-attaque, il a beaucoup inspiré d'ailleurs de son propre aveu Mohamed Ali. Il y avait effectivement un truc chez lui qui fait que, comme tu dis, quand on le voit, t'as vraiment l'impression que c'est la brute des poids lourds. Et en fait, non, c'est un gars qui effectivement a un super jeu de jambes, boxe en contre-attaque, est très intelligent. Roy Kubox aussi, Jersey Joe Walcott. Et, euh, et à tel point, en fait, comme tu dis, alors c'est marrant parce qu'il a passé une bonne partie de sa carrière, en fait, un peu à charbonner, effectivement, parce qu'il a commencé, alors peut-être un peu après Joe Louis, mais il a commencé très tôt au final. Et on le voit arriver dans les championnats du monde assez tard. Mais il est tellement énorme qu'en fait, il a même réussi cet exploit à faire oublier son homonyme Barbados Joe Walcott, qui était champion des welter au début du siècle. Aujourd'hui, quand tu dis Joe Walcott dans la boxe, ben, tout le monde pense directement Jersey à Joe. Jersey Joe Walcott, quoi.
tout à fait. Tout à fait. Gros, gros apport, vraiment. Puis un look, tu vois, enfin, Ouais, le visage, là. c'est vraiment extrêmement important. Autre figure de cette période 47-55, essentielle pour comprendre le rayonnement que va avoir les poids lourds, la boxe et la boxe à travers les poids lourds, pour toujours, on va montrer un magnifique portrait. Magnifique portrait. Il a la ceinture de champion d'ailleurs avec lui. J'adore cette photo. C'est Ezzard Charles. Qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Qu'est-ce qu'il est beau ce portrait. Putain. Ezzard Charles, que dire encore? Tout simplement Ezzard Charles qui lui, contemporain de Walcott, lui, a charbonné comme c'est pas permis dans les catégories inférieures. Tu vois, Ezzard Charles, à ce moment-là, quand je vous parle, on parle 47, est déjà une légitime légende des mi-lourds. Et il fait le pari d'aller chez les lourds, et c'est un pari plein de panache. Jersey Joe, c'est aussi. Jersey Joe. Ezzard Charles, c'est aussi le panache, parce que c'est un mec qui croit en sa technique. Encore une fois, modernité. Encore une fois, apport de modernité. Parce que physiquement, il ne fait pas poids. On sait que Ezzard n'a jamais fait plus que 190 livres. 190 livres, c'est l'ancienne limite des cruiserweight. L'ancienne limite, hein, c'est pas les 200 livres, c'est l'ancienne limite, tu vois, où boxait notamment Evander Holyfield. Euh, et donc, ce mec prenait des monstres sacrés à la boxe. À la boxe. C'est très important, c'est pour ça que c'est très fascinant. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire des Archers? Et ouais, Eddard Charles, alors, bon, moi j'avais fait une vidéo dessus pour faire un peu d'autopromo, mais c'est un mec qui est très particulier. Il vient des poids moyens à la base. Il a déjà cet exploit d'avoir battu 2 fois Charlie Burley. Et puis chez les mi-lourds, en fait, il est tout simplement tombé, je pense qu'on peut le dire objectivement, sur la meilleure génération de mi-lourds de l'histoire. Les Archie Moore, les Timmy Vivins, les Joey Maxim, les Floyd Marshall, il les a tous battus. Ouais. Il a pu avoir quelques défaites, mais il les a toujours corrigés, il les a tous tapés. C'est pour ça que beaucoup le considèrent, selon moi, à juste titre, comme le meilleur mi-lourd de l'histoire. Tu peux avoir débat avec Archie Moore, mais Ouais. bon, on peut te rétorquer que voilà, Charles et Moore, ils se sont affrontés 3 fois. 3 fois, Charles l'a battu. Et effectivement, il passe chez les lourds parce que chez les mi-lourds, il n'arrive pas à se tailler sa part de gâteau. C'est assez fou, en fait, c'est le meilleur mi-lourd de l'histoire quelque part, mais il n'a jamais réussi à obtenir une chance mondiale. Alors que tous les prétendants mondiaux, tous les futurs champions, la boxe de l'époque. battus. La boxe de l'époque, on va en parler encore, la boxe de l'époque. C'est ranger au placard tous les concepts et tous les acquis que vous pensez le fonctionnement boxe de l'époque. Et effectivement, c'est bien ça. Et euh, il a dû en arriver, alors que c'est une carrière immense et légitimement légendaire à ce moment-là. Le mec doit aller faire l'exploit encore pour asseoir son nom. C'est ça. Ouais. Et alors, bon, chez les lourds, on va voir, oui, parce qu'il va faire des exploits. Et alors, tu disais, Captain, il n'a jamais boxé au-dessus de 190 livres. Rappelle-moi, c'est combien à peu près 190 livres? Bah moi je suis un peu perdu, mais je crois que 190 libres, ça serait 87 kilos ou 89 kilos. Parce que, ouais, je me demande, il faudra vérifier, parce que moi, alias, je parle en kilo et pas en livres, mais je crois que son deuxième combat contre Marciano, il est un peu plus lourd. Je me demande, ouais, il doit être à 87 kilos alors, mais ouais, je sais pas, il faudra vérifier en fonction faudra des vérifier, livres, des kilos, mais ouais, ouais. mais le 2, Mais voilà, les bon, on 4, aura l'occasion d'en voilà. reparler, ouais. Mais dépasser les 90, je crois que c'est sûr Non, qu'il les a jamais. jamais fait. Jamais, ouais. Tout à fait. Donc Mais tu sais que Walcott n'a jamais dépassé les 90 livres, hein. Ou alors très rarement, hein. aussi, ouais. Mais son poids de forme, Walcott, c'est 88 kilos, hein. Ouais. Et ça vous dit aussi de la donne, parce que là on vous parle de cette grande catégorie des poids lourds, mais aujourd'hui, serait-il encore des poids lourds, hein? Est-ce que ça serait tous des cruiserweight? Et voilà. Et j'ai envie de te dire, vu les cutweight comme moi, Captain, peut-être ça serait des mi-lourds même. Quand tu vois qu'un Jean Pascal il montait sur le ring à 90 kilos. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Et donc autre personnage qui va arriver, qui va être lui aussi légendaire, mais il va arriver d'une façon aussi euh, particulière, et ça me fait plaisir aussi qu'on puisse en reparler aussi de ça, parce qu'on a
Euh, on n'a pas, parfois, on a des concepts oubliés sur ce personnage, incroyable s'il en est, qui vont, qui va finir de cimenter cette époque, cette page dorée baseball de, des lourds, c'est évidemment Rocky Marciano. C'est évidemment Rocky Marciano qui bon, qu'est-ce qui n'a pas été encore dit sur Rocky Marciano, évidemment. Donc tous les poncifs que vous connaissez, que vous avez entendus ici ou ailleurs, évidemment, se tiennent sur Rocky. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Rocky arrivera, et sans le vouloir, peut-être même, c'est plutôt les gens autour de lui qui le feront, c'est qu'il va imposer un nouveau style de comment on envisage le champion poids lourd et comment le champion poids lourd va être perçu. La perception du champion poids lourd, ça, comment dire, comment il tient et défend son titre et tout ça, ça va être extrêmement intéressant. Avec lui aussi une boxe très particulière, propre à lui, je te dirais, mais ce qui est véritablement intéressant, ce que moi je voudrais vraiment centrer sur nos pirates qui nous écoutent, c'est que c'est une époque de proposition pugilistique. Il y a 4 personnages et je t'ai envie de te dire, c'est 4 propositions pugilistiques qui se tiennent très fort, qui se tiennent bien, qui ont un véritable sens et qui, ces 4 propositions pugilistiques, pour moi, font un saut qualitatif énorme du sport. Et pour moi, c'est aussi peut-être la page des poids lourds où les poids lourds ont été le vecteur de ce saut technique qualitatif, alors que généralement on pense souvent plus à des catégories comme les Walters, comme les plumes, les légers, étant ce genre de catégories qui amènent toujours plus en termes techniques, qui sont toujours à l'avant-garde de la technique. Et là, je trouve que cette période-là, c'est vraiment eux. Donc, la qualité est là, et l'engouement populaire est là, et donc c'est un truc dingue, quoi. C'est un chapitre dingue, Vincent. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Alors, c'est vrai que de toute façon, en fait, les années 50 sont un peu, pour beaucoup de puristes, l'âge d'or de la boxe. De toute façon, de la qualité, j'ai envie de te dire, oui, ils ont apporté leur qualité. Il y en avait tellement partout à cette époque. Il y avait encore les Willy Pep, les Sandy Sattler chez les pubs. Bon, il y avait Sugar Ray Robinson, les Carmen Basilio et tutti quanti. Rocky Marciano, il va avoir cette image. Alors, je pense on va en reparler tout au fil de notre développement parce qu'il y a un truc chez lui qui fait qu'à mon avis, il est devenu extrêmement populaire. Et il y a ce fait qu'en fait, au moment où il est un peu spoilé sur la suite, mais quand le titre était vraiment disputé entre Ezzard Charles et Jersey Joe Walcott, je pense que ni Walcott ni Charles n'avaient aux yeux du grand public cette image de champion poids lourd comme Joe Louis, comme on a vu. Alors que Marciano a ramené peut-être un peu ça sur le devant, c'est-à-dire Ouais. cette image C'est de c'est cette ce que aura de j'ai, ouais, puissance. tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Voilà. Et alors qu'on va le voir, alors notamment, je pense que c'est surtout le cas pour Ezzard Charles, qui, moi, j'adore Ezzard Charles, mais qui, en fait, je comprends parfaitement qu'auprès du grand public, on va le voir, il n'est pas réussi à gagner ses galons en tant que champion du monde poids lourd, je m'entends bien. Ça pouvait pas être cette image-là, le champion du monde des poids lourds, et Marciano l'incarnera à la perfection. Il va incarner, en fait, beaucoup de choses. Quelque chose dans la boxe qui, en fait, je comprends est resté très mythique, mais on va avoir l'occasion d'en parler quand on va un petit peu plus aborder les combats. Ouais, voilà. Donc, on voulait vous faire ce portrait de ces hommes qui ont cristallisé ce chapitre, cette page 47-55 des poids lourds, et qui est fascinant. Moi, j'en finis pas d'être fasciné. J'étais fasciné très jeune, tu sais, notamment par les photos, parce que c'est Ouais. aussi une époque où les photos de boxe vont être hallucinantes, vont être d'une beauté et d'une brutalité, je dirais, qui, moi, vont me, tu sais, ça va me marquer à vie. Tout à fait. Je te dirais, plus l'âge passe, plus j'ai un plaisir dingue à me replonger dans cette époque. Mais vraiment. Puis l'ambiance, tu sais, rien que de regarder de ce que tu peux voir de la foule, c'est pas les mêmes foules qu'aujourd'hui. Non. Tu sais, bon, tu as des mecs au premier rang, il doit y en avoir, c'est des mafieux avec des chapeaux et tout. Mais il y a Ouais. une ambiance dans ces scènes à Ouais. New York. Et puis en fait, même, moi j'aime bien revoir les images de ces combats parce que la plupart, on les a pas tous en complet, là, Non. on a que des extraits. Et moi j'aime bien les regarder aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Non. J'ai même une préférence pour le noir et blanc. C'est vraiment tellement d'ambiance pour l'époque. C'est quelque chose. Vraiment, tu te dis, j'aurais aimé être dans cette salle au moins une fois
Ouais. pour voir un petit peu tout ce qui... Je pense que c'était autre chose que par rapport à aujourd'hui, où c'est un peu plus peut-être bling bling aujourd'hui. À l'époque, je pense que tu avais des figures dans les tribunes. Mais ouais, il devait vraiment y avoir de tout. Il devait y avoir des capots de la mafia, des parrains. Il devait y avoir, bon, il y avait des grands acteurs aussi. Il y avait des Frank Sinatra, il y avait Ah, tout ce que. Joe DiBaggio, Frank Joe Sinatra, DiMaggio, tu voilà, vois, pour rejoindre le baseball dont tu parlais exactement. tout à l'heure et tout. Il y a quelque chose vraiment de légendaire, rien que ne serait-ce que voilà, dans ce Hmm. public. Et si vous regardez aussi le combat Et qui va Marciano-Walcott, cristalliser, tu seras d'accord avec moi, ouais, mais qui va cristalliser aussi le côté légendaire et temple de sport de ces fameux stades. ouais. Parce Ah que ces oui, fameux stades, en fait, ils ont une double, et c'est pour ça qu'ils sont importants, et pour ça aussi que moi j'aime aussi un petit peu le baseball à cause de mon amour pour la boxe, c'est que c'est des stades à, comment dire, à double légende, enfin à double histoire. Stade pour le baseball oui, évidemment, mais aussi pour tout l'impact boxe. Le Yankee Stadium, c'était quelque chose. Le Yankee Stadium, c'est quelque chose. De toute façon, on sera obligé d'en parler, tu vois. Et ça va de Joe Louis, ça va évidemment de Joe Louis à Mohamed Ali. bien sûr. Voilà. Et alors après, moi je connais moins au niveau des autres sports américains que toi, Captain, mais est-ce que c'était pas un peu la période où justement, enfin, c'est un peu les dernières grandes années du baseball avant qu'il se fasse détrôner vraiment par le football américain? C'est encore les belles années, hein. C'est encore les belles années. C'est encore, on y est encore dedans, ouais. Le football, c'est vraiment le football, c'est fin des années 60, Ouais, avec 70, l'émergence du Super Bowl, voilà, quoi. mais jusqu'aux années 60, comment dire, le sport américain, enfin les sports qui cristallisent les choses, c'est le baseball, la boxe, le golf. D'accord. Euh, Après, évidemment, les autres ligues ont déjà un intérêt, mais en termes d'aura et de rayonnement, même la NBA ne rivalise en rien avec Ah oui. le baseball jusqu'à ouais, ce milieu des années 60, tu vois. Je te dirais qu'un peu 68, un peu un Ouais, petit ben, passage. l'émergence du Ouais. Super Bowl et ouais, Ouais. ouais. Ouais, l'émergence Super Bowl, c'est vraiment les années 70. Donc jusqu'à là, Oui, tu oui, vois, mais le premier, c'est quand c'était 66, je crois. c'est ça. Ouais. 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 Je suis plus sûr, mais ça me parle quand tu dis 66 sur le Super Il Bowl. me semble, je Ouais. crois que c'est les Packers qui remportent le Mm. premier en 66, ouais. Ouais. Ou 67, je sais plus. Enfin Voilà. bon. Alors là, mes pirates, là, vous comprenez qu'on a un fun pas possible à parler de cette époque, mais ce qu'on veut vous faire aujourd'hui, c'est vraiment le portrait, c'est la carte postale, tu vois, le portrait d'une époque. Donc, on va s'engager maintenant dans tous ces grands combats, mais vous comprenez que on vous fait le portrait de 47 jusqu'à 55. Donc, on va évidemment aller parfois vite en affaires, tout ça. Mais ce sur quoi on peut s'engager, l'historien Vincent et moi-même, c'est si, par chance, cette vidéo a du succès, que vous répondez présent, les pirates, et que vous nous surprenez même, j'ai envie de dire, bah, il n'y aura aucun souci pour nous pour aller refaire des vidéos bien précises sur les duels ou sur les combats précisément. Voilà. Mais ce qu'on veut vous expliquer, c'est que cette période, c'est une période de duel. C'est vraiment une période de duel qui vont fasciner. On va passer d'un duel à un autre. Et de ce duel à un autre, il y a le lien. Généralement, un des champions. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc, on va y revenir sur ces duels, avec un duel, justement, avec le laborieux, comme on en parlait. Je te dirais presque le poulie d'or de la Jersey Joe Walcott, moi je le trouve comme un poulie d'or. Et il a il va enfin apparaître comme un adversaire qui va vraiment bien faire face, parce qu'ils sont peu, hein, les grands adversaires de Joe Louis. Et Jersey Joe apparaît comme ça, et ce que je peux en dire, il va y avoir deux combats entre eux. Et deux combats situés de la place de Jersey Joe, c'est des combats crève-cœur. C'est des combats crève-cœur, parce que Jersey montre tout le panel de son talent. Ce footwork extraordinaire, t'as l'impression d'entendre un jazzman qui fait une improvisation. Et surtout que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Jersey Joe, moi je trouvais que le mec, il était, tu sais, il rentrait dans une vibe.
Il rentrait dans un. C'est comme si, à un moment, il se sent bien, et comme il se sent bien, il tente des trucs et tout ça. Oui, C'est très très beau à voir. ça va lui coûter cher d'ailleurs, hélas. Exactement, parce que justement, il y a. Alors, si je me trompe pas, c'est le deuxième combat ou le Ouais. premier. C'est le premier ou le deuxième combat où Jersey Joe légitimement mène. Il mène un combat. Alors, on pourrait dire en fait parce qu'il y a une grosse controverse sur le Voilà, vas-y, premier vas-y, combat. vas-y. Le premier combat, en fait, bon, comme tu l'as dit, ça mériterait d'être décortiqué. On va pas le faire, on le fera éventuellement si les pirates, comme tu dis, répondent présent. C'est un combat qui est très tactique déjà, il va y avoir des ajustements. Au début, Jersey Joe, il commence très mal parce qu'il subit la pression de Louis et puis il parvient à trouver en fait des ouvertures en contre. Il va envoyer vraiment 2 fois Louis au tapis dans le combat et même le faire vraiment ralentir dans sa stratégie offensive. Joe Louis après s'adapte pas mal, il fait tout un travail de feinte et tout. C'est un combat très tactique où les deux s'ajustent. Ça va aller au 15 rounds et c'est vrai que c'est Louis qui va remporter le combat au point, mais pour beaucoup, Walcott méritait la victoire. Alors déjà, il envoie 2 fois Joe Louis au tapis. Walcott fait peut-être une erreur dans les 2 derniers rounds, il se sent peut-être trop bien et il est trop... en fait, surtout sur le dernier round où il lui tourne autour vraiment. Il cherche même plus, et c'est limite, il est en mode de gestion, il se dit c'est bon, j'en ai fait suffisamment, donc maintenant juste je gère mon combat, il envoie quelques jabs et il pivote. Il a toujours ce mouvement, Walcott, outre ses jambes, où tu sais, il bouge comme ça avec les Beaucoup de épaules, bassin. et ça pivote. Voilà, exactement. Il a les mains très basses, mais ça c'est un truc aussi de l'époque. Joe Louis aussi avait les mains assez basses, et au final, bon, ben, ça lui coûte la victoire au point. Des images qu'on a du combat parce qu'on l'a pas d'un bout à l'autre vraiment de A à Z avec toutes les minutes, mais on a quand même pas mal d'images. Ouais, tu aurais pu dire que Walcott méritait la victoire, même si Louis s'ajuste pas trop mal ensuite. Je pense que Walcott aurait pu mériter la victoire sur ce premier combat, donc c'est pour ça que c'est un crève-cœur à ce niveau-là, parce que tu te dis, ouais, il pouvait l'avoir, il pouvait vraiment l'avoir parce que techniquement il était au-dessus. Et après, bon, ça nous amenait au deuxième combat. Quoi. Et de toute façon, cet esprit crève-cœur accompagne, si tu es un fan de Jersey Joe Walcott, ce sentiment crève-cœur va accompagner vraiment cette figure. Et donc, c'est les boules. Et d'où, encore, j'aime rebondir sur ce que tu dis, on n'a pas toutes les images. D'où l'importance de quoi? Des historiens et des écrivains de boxe. Parce que qui fait le jugement final sur ce premier combat? Finalement, c'est les écrivains de boxe. Finalement, c'est les journalistes, notamment. Enfin, les écrivains de boxe. Parce qu'en fait, les journaux avaient des écrivains de boxe. Faut comprendre. Ouais. Tu vois, notamment le Chicago Tribune. Et je sais plus. Enfin bref, il y a le Chicago Tribune, il y en a un autre. Mais bon. Et ce qui impose un rematch, la polémique impose un rematch, c'est aussi l'avènement de l'importance des commentateurs de l'époque. Et qui, au final, c'est eux qui ont le dernier mot. Et donc, alors, les matchs étaient beaucoup plus faciles à faire à l'époque. Hein. Donc, évidemment, Joe, Joe a toujours eu besoin de boxer, il a toujours eu des problèmes d'argent déjà à l'époque. Et voilà. Donc, il s'engage encore dans un combat dur. Et arrive le deuxième combat. Alors là, le deuxième combat, Vincent, t'es d'accord? Il n'y a pas plus crève-cœur pour Jersey Joe Walcott que ce deuxième combat. Ah ben oui, parce que alors, c'est particulier parce qu'au début, pendant 30 rounds, c'est un peu la drôle de guerre en fait, où Louis n'ose pas trop s'engager, il fait un travail de feinte, puis Walcott parvient un petit peu à le voir venir et il le contre, je crois que c'est dans le troisième round où il le renvoie au tapis. Et puis, bon, c'est un petit peu serré pendant un, puis à partir de la deuxième moitié du combat, Walcott se met vraiment à dominer. J'ai un truc, Walcott, je sais pas si t'avais. En fait, tu sais, souvent il frappait très large. Ouais. Et dans la deuxième partie, je trouve qu'il en angle, il fallait très large et en angle. Exactement. Et si tu regardes dans la deuxième partie du combat, il boxe un peu plus en ligne et ça gêne vachement Joe Louis. Et pendant les 7e, 8e, 9e, 10e round, il le domine. Et au 11e, il est sur une domination où il est presque en train de servir la leçon à Joe Louis. Voilà. Il est là, c'est bah. Il le jongle. Il le jongle. Il le jongle et il l'esquive et tout. Voilà. Il fait comme ça, puis il pivote, il remet en contre. Et il y a un moment. Et il s'enflamme. Il s'enflamme. Il est tellement bien. Il se sent tellement bien qu'il s'enflamme. Et... Mais ce qui est terrible, c'est qu'il va faire un très beau geste en fait. C'est-à-dire que Louis qui envoie son jab, lui il fait son pivot pour esquiver et il revient en contre du gauche. Mais au moment où il envoie sa gauche, il y a la droite de Louis qui part.
et boum, il la prend en plein. Pah. Et l'espace de quelques secondes, il se retrouve sonné. Et le problème en fait de Walcott, c'est qu'il a en face de lui celui qui peut être considéré peut-être comme le plus grand finisseur de l'histoire de la boxe, Ouais. Joe Louis. Et là, Joe Louis l'a tué dans le Ah corps. là, il le Et finit. ça tape. Il essaie de se défendre, mais ça passe partout. Alors du coup, il dit bon, mais tant pis, j'y vais à l'échange de coups. Et il touche même bien. Il touche Louis avec un crochet du gauche. Puis il y a une droite de Louis qui lui part pointe du menton. Et là, derrière, il y a l'enchaînement de Louis. Pa, 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 pa. Et, chut. Et quand tu le vois tomber, Walcott, quand tu le vois au sol, tu dis c'est bon, c'est fini. Ah, Et c'est comme un immeuble qui s'effondre. ouais. Ah ouais, puis la combinaison est tellement furieuse, et puis quand tu connais la précision chirurgicale d'un Joe Louis quand il est dans ces attaques-là, dans ces combinaisons-là, tu sais que c'est pas possible avec sa puissance. Il revient quand même sur ses jambes au compte de 10 Walcott, mais l'arbitre le retient tellement il est Ouais. titubant. Et Et pour ouais, que, il te oublié et pour complètement qu'un ce arbitre combat. arrête et te retienne à cette époque-là, c'était Ah ouais. énorme, hein, parce que les arbitres, qu'est-ce qu'ils étaient mauvais à l'époque, qu'est-ce que c'était dangereux ce qu'ils les laissaient faire. Enfin, Oui, avouons aussi que les arbitres ont tellement bien évolué, hein, quand même depuis. ah ouais, et c'est vrai que bah, ben, comme tu le dis, si t'es pro Walcott dans ce combat, mais c'est un crève-cœur parce que il domine. Et ouais, il est tellement bien dans son deuxième round, et voilà, il se laisse un peu emporter. Et Ouais. en quelques secondes, Louis a tout retourné et l'achève, quoi. Parce que voilà, comme le dit Joe Louis, quand il touche, c'est l'un ou le plus grand finisseur même de l'histoire de la boxe. C'est-à-dire qu'une fois qu'il t'a touché, c'est va t'en tirer de ses pattes, quoi. Ouais, vraiment. Et donc le crève-cœur, parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que tu pouvais être de nouveau le vainqueur de Joe Louis. Et Oui, c'est un truc énorme. Joe Louis n'a toujours qu'une seule défaite à ce moment-là. voilà. Et comme tu l'as dit, une défaite vengée qui est considérée un peu comme un faux pas, quoi. Voilà. Donc en gros, ce sentiment d'invincibilité, c'est tellement énorme. T'imagines le mec qui va pouvoir réussir à l'avoir. Et ouais. On sait très bien qu'il restera dans les livres d'histoire. Et pour Jersey Joe, ça passe à ça. Ça, Ah oui. ça passe à ça. Et donc, euh, bon, comment dire, le monde de la boxe continue pour Jersey Joe et pour Joe Louis. Et donc Joe Alors, Louis et Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, non, simplement pour dire qu'après ce combat, quand même, avant, alors parce que je vois que tu mets déjà l'affiche, Ouais. Louis prend dans un premier temps sa retraite. Oui. Les fameuses retraites de Joe Louis qui vont pas Voilà. rester très longtemps parce que il aura, comme on vous dit, il a déjà énormément besoin d'argent. Enfin l'IRS le spoliera, hein, vraiment. Donc il sera quelque part, il sera obligé de boxer à cause des impôts et tout ça. Donc en fait, et c'est vrai que c'est bien de rappeler ça parce que qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? On peut en dire que finalement, ce grand athlète, Joe Louis, cette légende, avait conscience qu'il fallait arrêter. Avait conscience Ah oui. qu'il fallait arrêter, que la messe était dite, c'était la légende, et que finalement, lui-même se disait, bon, j'ai plus vraiment, qu'est-ce que j'ai à exprimer? Quelque Ouais. part, j'ai tout dit, mais il pouvait pas. Puis se, Il ne pouvait il pas. se retire avec son titre après En 11 ans et plus, demi de règne, est-ce qui est le record absolu? En plus, tout à fait. Mais il ne peut pas. Et donc, arrive un nouveau challenger, ce Hazard Charles, connu de tous, comme tu l'as dit, à qui on n'a jamais laissé l'opportunité d'être le grand champion qu'il était dans les catégories inférieures. Euh, et Louis Hazard Charles, eh ben, finalement, déjà, en termes de IQ box, c'est énorme. Regardez Louis Hazard Charles. Parce que Hazard Charles, comme on vous dit, il ne peut pas y aller au physique. Et il faut qu'il y ait à la boxe. Mais malgré tout, regardez les cons. Enfin, je veux que vous compreniez, quand je parle de Hazard Charles, euh, comment dire, scientifique du ring, c'est de la bagarre aussi, hein. C'est des guerres. C'est des guerres. Et Ah oui. fait chose incroyable qui est retentissante, hein, pour l'époque, hein, retentissante dans le monde du sport. Joe Louis va perdre. Et je pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient mis une pièce sur le celui qui va défaire Joe Louis s'appelle Ezard Charles. Je pense pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, alors en fait, il faut un peu rappeler le contexte dans lequel ça s'est fait. C'est-à-dire qu'après que Louis est parti,
Le titre, en fait, même Louis avait dit les meilleurs prétendants à mon titre, c'est Jersey Joe Walcott et Ezzard Charles. Ouais. Il y aura un premier combat qui se fera, on va en reparler après. Et en fait, Charles gagne, mais il n'y a que la NBA, alors que j'ai la NBA, attention, la National Boxing Association, n'a rien à voir avec le L'ancêtre de la basketball pour ceux qui WBA. nous écoutent. Voilà, exactement. Et il n'y a que elle qui reconnaît Charles champion. Mais tout ce qui est Ring Magazine, la commission athlétique de New York, les fédérations européennes ne veulent pas reconnaître Charles champion. Ils disent non, non, mais ça, c'est Il y a pas un litige. combat. Voilà, exactement. Vraiment, on peut pas le reconnaître comme champion. Et en fait, en fait, on en reparlera parce que Charles, la façon comme il bat Walcott au point, ça fait que pour les gens, c'est pas un champion poids lourd. Ça n'a rien à voir avec un Joe Louis, c'est un cogneur pur et dur. Surtout que c'est l'époque où Charles a déjà pris le virage, il est devenu un technicien. Et quand Joe Louis revient pour dire, ben moi je vais affronter Charles, mais la foule est là, elle dit, ben enfin viens nous libérer de ce gars-là quelque part. Enfin, c'est triste à dire quand on connaît l'artiste qu'est Ezzard Charles, mais le grand public de l'époque, fan de poids lourd, veut voir Louis dégager Ezzard Charles. Ouais. Et c'est un gros événement au Yankee Stadium. Louis, pour tous ceux qui étaient raison, il savait qu'après 2 ans d'inactivité, ça allait quand même coincer, mais il y avait un gros avantage physique. Hein. Il se présente au combat, il fait 99 kilos quasiment, alors que Charles c'est qu'à 83 kilos et demi. Donc on se dit, si Louis le prend bien et le touche, ça peut piquer. Et d'ailleurs, en fait, on voit qu'ils finissent avec les mêmes blessures dans le combat. Ils ont tous les deux un œil fermé, le nez en sang, ce qui peut dire que le combat est assez disputé, mais au final, quand tu le regardes, Charles, en fait, il a un gros volume de coups, esquive énormément. Alors, le peu de coups qu'il prend, effectivement, ça a un impact parce qu'il y a beaucoup plus de pression physique de la part de Louis, mais Louis a perdu en explosivité et Charles le domine. Il y a une avance très particulière à ce combat. Quand on est au Yankee Stadium, dont tu parlais tout à l'heure, des fois, tu sais, t'entends un avion qui passe au-dessus de l'arène, et du coup, c'est très particulier comme ambiance. Mais il y a un moment, en fait, il y a un petit tournant, je crois, dans le 10e, ou c'est dans le 11e que Charles se fait un peu toucher, que tu te dis, ah, peut-être qu'enfin, Louis, peut-être à la longue, il va finir par l'avoir. Et puis c'est au 13e que Charles va le prendre avec un uppercut et que Louis est au bord du chaos. Et qu'en fait, tout d'un coup, la foule presque à peur se dit, mais non, mais en fait, c'est peut-être Joe Louis qui va finir KO dans ce combat. Et Louis, tu vois qu'il est pas bien. Elle a fait même dans les derniers rounds, quand il bouge, tu sais, il a tendance à mettre la main sur les cordes pour s'appuyer et tout. Il finit le combat, mais ouais, non, c'est pas possible, quoi. Il a un adversaire qui est beaucoup plus technique, qui a importé un peu sa technique des catégories inférieures, qui est plus léger, certes, mais qui en fait, il a mis plein la tête, c'est-à-dire qu'il bouge, il est vif, et Louis n'arrive pas à le suivre. Louis, son seul truc, c'est de dire, qu'il rentre, je vais essayer de le cueillir. Mais même ça, Charles, il fait toujours les bons retraits. S'il prend les coups, il les accompagne toujours assez bien pour pas les prendre de plein fouet. Et il arrive à rien faire, quoi, Joe Louis, dans ce truc-là. Et tu vois que les 2 années d'inactivité pèsent en plus de l'âge, quoi. En plus de l'âge, et envers et contre tout, comme tu l'as bien exprimé, envers et contre tout, Ezzard Charles sera finalement considéré comme le champion. Là, Oui. Par, voilà. Par tous les autres organismes, ouais. Voilà. Et, et il est le tombeur de Joe Louis, où certes vieillissant, certes vétéran, certes encore une fois, une énième fois sur le retour, mais qui est, c'est la première défaite de Joe Louis, pour une défaite finalement où tu peux pas contrebalancer. C'est-à-dire la défaite contre Schmeling, il y aura toujours ah bah c'était pas son soir, c'est un accident, voilà, parce que le chaos, enfin en plus il y a le chaos et tout ça. Là c'est à la décision et c'est une domination pugilistique, ouais, et c'est ça le choc. Le choc est très pugilistique, tu vois. Et donc Ezzard Charles a, a- a le titre, donc c'est le champion. Joe Louis donc perd le titre, on le met un petit peu de côté, mais ça n'en est pas fini avec Joe Louis, même si c'est la fin de sa carrière. Juste pour finir sur cette histoire-là, en fait, Vas-y. c'est Ezzard Charles qui en fait, prouve sa valeur des organismes et prend tous les titres, mais en fait, c'est vraiment un désamour définitivement consommé avec le public. Déjà, ce public, il y avait un désamour, je pense, qui est né lors de sa victoire contre Walcott, où il prend le titre de la NBA. Mais là, le désamour est profond parce qu'il a battu une icône. Et c'est pas la boxe en fait que les gens veulent voir chez les lourds. Donc vraiment, Ezzard Charles devient les puristes le reconnaissent à sa valeur. Il est d'ailleurs boxeur de l'année, je crois, cette année-là. Mais
En fait, le grand public ne Voilà, pour l'aime le pas, grand quoi. Il faut public. dire ce qui est, hein. Mais t'as raison de dire ça, parce qu'il faut aussi comprendre, parce que nous aujourd'hui, la boxe c'est un sport de niche, donc en fait, il y a la communauté, on parle à la communauté des amateurs de boxe. Sauf que à cette époque, le sport boxe, évidemment, t'as les fans hardcore de boxe qui ont un boxing IQ, mais après, t'as la masse, t'as le mainstream, t'as les gens, parce que tout le monde suit la boxe, comme tout le Eh monde oui. suit la Coupe du Monde. Tout le Ah ben monde. c'est le sport Et tout le monde numéro a un, un hein. avis. Tout le monde. Tout le monde a un avis sur ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que le rayonnement est dingue. Le rayonnement est dingue. Et effectivement, il, Ezra Charles en tant que champion euh, n'aura jamais reçu les dividendes de ce rayonnement. C'est bien plus tard que il va avoir un Ouais. revival sur Ezra Charles par les amateurs de boxe. Effectivement. Donc Ezra Charles est le champion et il va rencontrer un boxeur qu'il connaît bien, j'ai envie de te dire. C'est un boxeur qu'il connaît bien parce qu'ils se sont déjà affrontés plusieurs fois avant qu'ils se réaffrontent encore une fois pour le titre mondial. C'est le retour de Jersey Joe Walcott. Mm. Le retour de Jersey Joe Walcott, je vous ai mis le Tale of the Tapes. Walcott Charles. Ils se sont affrontés au final 4 fois dans Ouais, leur c'est ça, carrière. 4 fois, ouais. 4 fois, et celle-ci, si je me trompe pas, celle-ci c'est la troisième ou la quatrième. Alors, est-ce que tu veux pas qu'on reparte juste sur les deux premières déjà qui sont Vas-y, intéressantes, qui ont vas-y. toujours été pour le titre mondial des lourds, hein, d'ailleurs, faut le rappeler, c'est 4 championnats du monde des poids lourds, ces combats, Ouais, hein. Et bon, alors la première, pour la faire bref, parce qu'on n'a pas énormément d'images, c'est donc un 48 après le départ de Joe Louis, donc voilà. là où ce fameux titre NBA est remis en jeu. Walcott est plus lourd et en fait, tu sens qu'il a du. En fait, Walcott, comme on l'a dit, c'est gros et cubos, grosse technique. Mais il est face à un mec alors qui est plus léger, mais qui en fait techniquement est encore plus fin, plus affiné, je dirais, et qui fait que Walcott, il est un peu perturbé dans ce premier combat. Il essaie même vraiment d'avancer, de chercher le coup dur, sauf que comme il a toujours ses coups très larges et que Charles boxe en ligne, Charles le domine. Au deuxième, déjà, c'est un peu plus intéressant parce que Walcott a fait un peu des ajustements dans les clinches et tout, mais même dans les clinches, en fait, il est très efficace, Charles. Et là, ce deuxième combat, c'est un peu un masterclass de Charles qui va dominer Walcott et qui va même l'envoyer au tapis sur un crochet du gauche en contre. Et il y a cette image qui est célèbre où il lui met le crochet du gauche point du menton, il se retourne pour lui mettre la droite et il retient la droite. Et il y a l'image où tu vois Walcott qui bascule et Edgar Charles pardon, qui a la main levée. Et après, ben, il va encore une fois le dominer au point. Et cette même année-là, il va y avoir un troisième combat. Et je pense que c'est celui-là dont tu voulais parler, Captain, où en fait il arrive quelques mois après le deuxième, donc on se dit quelque part est-ce que Walcott il peut proposer quelque chose de mieux que ce qu'il a déjà fait en fait dans les deux autres combats et surtout dans le deuxième combat où il a fini au tapis qui était quelques mois avant. Mais Et si tu en te rends fait compte qu'il a Walcott un il a troisième fait, combat alors qu'il perd 2 fois. ouais Tu vois? c'est ça qui est fou quoi. C'est fou. C'est Et fou. tu te dis mais il va pas pouvoir trouver des ajustés, enfin tu te dis bon moi j'ai pas connu l'époque bien sûr, mais si tu regardes un peu chronologiquement les matchs tu te dis à l'époque il devait dire mais non c'est pas possible, il va pas réajuster sa boxe. Et si en seulement quelques mois il l'a fait, dans les clinches il est beaucoup plus efficace, il a une fois encore comme il avait fait un peu face à Joe cette attitude de boxer plus en ligne, donc ça perturbe Charles qui a moins l'opportunité de placer ses contres. Et puis, en fait, il est sur une domination totale au point. Et puis, il y a ce septième round où il sort un coup, Jersey Joe Walcott, qui est l'un des plus beaux coups, je pense, de l'histoire de la boxe, Voilà. quoi, hein. Regarde. Parce que je te laisse en parler, la Captain, Regarde. ce coup de la main gauche. Là, je vous ai trouvé une photo qui représente bien ce qui va se passer. C'est que en fait, il a Jersey qui ne fait que buter contre le Graal final, tu vois. Et, Oui, c'est l'histoire de Jersey Joe Walcott. Ça ne fait que, tu sais, face au Graal, ça ne fait que ouais. passer à ça à chaque Ben, fois. Et, 4 tentatives qu'il a loupées pour le titre mondial, ah. quoi, à ce moment-là, Et c'est déjà. comme une sorte de révolte. Ce coup-là, Ouais, c'est comme une sorte de révolte, tu sais. Il donne tout. Je pense qu'il donne tout. Et je pense qu'il aurait cassé un mur. Euh, Là. Et c'est un coup. Alors, est-ce que parce que c'est dur à dire, parce que ça, enfin, il y a eu ce discours-là à l'époque, c'est est-ce que Jersey, c'est un champion, il devient champion sur un coup? Est-ce que c'est l'homme d'un coup?
Bien sûr Moi, que je pense non. pas. Bien sûr Je que pense non. pas parce que j'ai revu le troisième combat, enfin des images qu'on en a, mais on en a quand même pas mal. Autant les deux premiers combats, tu vois que Charles il est au-dessus. Mais là, comme je dis, vraiment, tu sens que Walcott il a fait des ajustements et avant même de. En fait, pour moi, c'est le bouquet final de tout un long travail parce qu'il le domine, hein. Comme je te dis, il boxe plus en ligne, dans les clinches, il le maîtrise beaucoup mieux. Il a vraiment tout retravaillé, Jersey Joe Walcott, pour battre Edgar Charles. Et au moment où on est rendu au 7e round, il est dominant, et même les commentateurs américains disent là, Charles, il est en train de se faire manger. Et puis, il y a ce coup, c'est un peu c'est plus même que la cerise sur le gâteau, c'est la conclusion de toute une stratégie qu'il a mis en place et qui a marché. Donc, non, je suis pas d'accord pour dire qu'il a gagné sur un coup. Non, moi non plus, mais jusqu'où il aura. C'est une belle histoire parce que jusqu'où Oui, il faut faire pour battre Ezard Charles. Tu vois, ah oui, faut perdre déjà plusieurs fois, se remettre en question, mais c'est un grand. Franchement, c'est, c'est, euh, c'est un super duel. Et puis, si je me trompe pas, il devient champion à 37 ans, oui, Jersey Joe oui. Walcott. Et à l'époque, il a le record du plus vieux champion du Voilà, monde de poids lourd qui 37 ne ans. sera battu que par Foreman en 95, Ouais. 94, 94, pardon. ouais. 37 ans, et c'est pas 37 ans aujourd'hui, c'est 37 ans après une Après des moult combats, ouais. carrières marathon épuisante et tuante, tu vois. Donc c'est énorme, c'est quand même énorme. Et quelque part, je trouve que les gens sont contents parce que il y a le public est plutôt Jersey Joe, tu vois. C'est le bon gars et tout ça, donc ça plaît bien. Ouais, puis Ça plaît bien. ils aiment pas Charles de toute façon, donc je Ouais. pense que tout le monde est content. Puis ça se termine sur un KO alors que leurs deux confrontations étaient allées au point. Et je pense que le public, le grand public qui rend les polos à cette époque veut des KO et là c'est un KO spectaculaire. Donc ouais, je pense que le public est très content de ce qui se passe à ce troisième combat. Ce Ouais. qui se passe, et donc Jersey Joe Walcott est le champion, qu'est-ce qui va se passer? Mais là encore, on va faire une petite pause sur le titre et le titre linéal, parce que pour l'instant on suit le titre linéal. On va le mettre de côté et on va vous faire comprendre quelque chose, c'est que je reparle beaucoup de ce combat dernièrement parce que tu sais, il va y avoir Manny Pacquiao contre Errol Spence et je disais qu'il y a un peu de cet esprit-là, tu sais, qui rejaillit. On va parler d'un combat qui est le dernier combat de Joe Louis, qui revient encore une fois, comme vous le voyez sur cette photo, qui revient encore une fois parce que problème d'argent, tout ça, mais pour un grand match-up. Mais c'est un grand match-up, hein, c'est un match-up de Ouais. folie, hein. Je veux dire, les gens ils sont dingues. Ils ont annoncé ce Oui, match-up là, ils sont dingues. J'aimerais rappeler aux gens que c'est pas un championnat du monde. oui. Ce n'est pas Mais un il n'y a pas de championnat du titre. monde. Il n'y a pas de titre en jeu. C'est Joe Louis contre Rocky Marciano. Rocky Marciano, parce que tu sais, quand on parle rapidement, tu sais, dans une discussion box, ouais, mais il y a Joe Louis, Rocky Marciano. Tu te dis, ouais, mais ça fait partie des grands titres, tu sais, des grands combats pour les. Non, c'était pas un combat pour Non. le titre. Rocky Marciano n'est pas encore champion, mais il est ce contender, il est ouais, contender, ce contender connu de tous et qui est déjà a une célébrité et un impact sur le sport et il a déjà tout un public. Et donc ce combat-là, c'est assez énorme. Euh, Joe Louis, mais je te dirais que physiquement, Joe Louis, il est encore là parce que physiquement, il est massif. Il est massif. Ouais, beaucoup plus massif, hein. À se demander s'il est pas chargé, tu vois. Et Il, il fait, je crois, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il est revenu à peu près à son poids qu'il était pour les combats contre Walcott, excusez-moi. C'est entre 96 et 97 kilos, alors que Marciano doit être à 85 kilos. exactement. Et c'est ce fameux combat de la légende vétérante. C'est la passation de pouvoir. Mais comprenez-moi, il n'y a pas de titre en jeu, hein. Donc c'est extrêmement symbolique. Et en fait, pour monter encore plus le nom de Marciano, on fait ce match-up contre Joe Louis. Pour que Marciano soit aussi un vainqueur de Joe Louis. Alors Joe Louis est quand même là. Il y a quand même, le combat avance dans les rounds. Et si je me trompe pas,
ça craque complètement au 9e round, si je me trompe pas, Vincent. Même avant, Même mais avant? avant parce que ouais, il va le finir au huitième. Ah ouais, En fait, tu ce vois, qu'il je faut parle de comprendre, c'est mémoire, que mais c'était... déjà, Louis avait, en fait, avait fait un retour plus intelligent. Là, c'est pas comme contre Charles où il revient après 2 ans d'inactivité. Ouais. Après Charles, il s'était pas réarrêté en fait. Il avait recontinué à boxer des mecs. Et petit à petit, il était remonté. Il avait battu Lisa Vold et puis après, il bat même Jimmy Bivins, bon, qui à la base est un mi-lourd, mais juste un marchand. Donc, il commence un petit peu à se remettre dans le bain. C'est un peu comme Larry Holmes qui fait son retour contre Mike Tyson d'un coup comme ça, il se fait Voilà. sécher. Puis après, petit à petit, il revient un peu mieux. Tu vois, il fait quelques combats. Et là, ouais, en fait, c'est pas un combat, contrairement à ceux qu'on a cités avant, où tu peux faire une grosse analyse tactique, stratégique, parce que Marciano, sa tactique est toujours la même, c'est-à-dire de rentrer dans le lard du mec jusqu'à que le gars craque. Et Louis, très rapidement, tu sens que bon, il a pas les, il est un peu comme face à Charles, il est démuni. Et plus ça va aller, plus ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Et je crois que vraiment, au huitième, son coin finit à dire à Marciano, mais vas-y, finis-le, quoi. Et il arrive avec un terrible crochet du gauche par en dessous, il le met au tapis, il se relève, Louis, et là, c'est ce moment célèbre où il est dans les cordes. Il y a un premier crochet du gauche, il y en a un deuxième qui sonne complètement Louis, qui est dans les cordes, KO debout, et en plus, il y a la droite qui arrive derrière, et là, Louis, il sort des cordes complètement sonné, c'est terrible, quoi. Mais c'est la passation de pouvoir, et je pense que c'est symbolique parce que Marciano, pourquoi on attend beaucoup de lui? Ouais. Il y a plusieurs trucs, c'est que bon, déjà c'est un italo-américain, la boxe italo-américaine est un peu un sommet avec tous ces champions, les Willie Pep, les Jake LaMotta, à cette époque-là, Rocky c'est Graziano. incroyable. Ouais. C'est bon, il faut le dire, c'est un blanc, donc du coup on a envie aussi de le mettre en valeur face à tous les champions noirs qui dominent la boxe power depuis un moment. Et il y a, comme je te disais, c'est cette aura de puissance. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, Walcott, Charles, ok, mais nous, on a envie de voir quand même un mec qui met des gros KO, qui est un surpuissant, et Marciano incarne ça. Et c'est pour ça qu'on veut le voir monter, qu'on espère le voir champion. Voilà, il y a cet apport technique, cette puissance, ce côté destructeur est amené par son, comment dire, son apport technique. C'est-à-dire la fameuse garde de Marciano qui est vraiment tellement rablé, tellement recroquevillé sur lui-même et qui permet de tout de suite rentrer vers l'intérieur comme ça, qui est vraiment typique de Marciano, qui fait que, et ça j'en parlerai dans un autre combat, mais qui fait que moi je suis toujours sur le cul quand je regarde Marciano, c'est que face à des maîtres du jab, comme l'était Joe Louis, il annihilie des jabs. Et on verra sur un autre combat, il y a un autre combat où il n'y a même plus de jab. Il n'y a même plus de jab. C'est hallucinant à voir. Et donc, c'est la fameuse passation de pouvoir. Historiquement, c'est le dernier combat aussi de Joe Louis. Joe Louis finira avec 3 défaites. 3 défaites. Pour 61 victoires, si je dis pas de bêtises, non? Il finit avec 66 combats au total, Joe Louis. Je crois. Et je crois qu'il a 2 nuls peut-être en début de carrière. Il doit avoir 2 nuls qui se baladent, alors peut-être, mais qui sont arrivés ou en fin de carrière, qu'elle était en sa période justement entre Charles et Marciano. Et il faudrait le vérifier, là j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est 61 victoires. C'est ça. C'est ça. 3 défaites. Et face peut-être au The Greatest, hein. Joe Louis, moi je considère que, en tout cas chez cette catégorie des poids lourds, on peut légitimement avoir une discussion et dire Joe Louis est le greatest. Donc 3 défaites seulement. 3 défaites. C'est quelque chose. Combien d'années d'inactivité, d'activité, je veux dire. Voilà. C'est incroyable, c'est immense, Donc que Rocky Marciano ait cette victoire, par contre, c'est aussi assez énorme. Et c'est comment dire, il devient un indispensable, Rocky Marciano là. Et c'est clair que le championnat du monde des poids lourds maintenant, avec Rocky Marciano qui bat Joe Louis, on ne peut pas envisager que le champion évite Rocky Marciano. C'est impossible. Et d'ailleurs, ça ne se fera pas. Et donc, Jersey Joe, qu'on aime bien, va affronter Rocky Marciano. Hop. Alors, juste avant de parler de ce combat, Captain, peut-être un petit mot
puisqu'on Vas-y. n'a pas parlé du quatrième combat Cote, ouais. Walcott-Charles, Allez, vas-y, si tu qui veux, et était après on va continuer. avec des belles images qui étaient pas mal, où Charles refait des Mais n'en ajustements. dis pas trop, hein. Si jamais on a des pirates, on a des auditeurs Bien sûr, qui, je vais qui pas nous les font troller, plein de mais commentaires, dire ah non, faites-nous une grande vidéo duel Ezard Charles Jersey Joe Walcott, on le garde-en refait. sous la main. Mais je vais en garder sur la même. Voilà, mais on va pas les troller, mais c'est Joe Walcott qui remporte le combat au point. Il y a eu beaucoup de controverses, il y a eu beaucoup de discussions. Je pense que Charles l'aurait mérité. Peut-être que donc, Mhm. si vous voulez qu'on développe là-dessus, effectivement, dans une autre vidéo, ça sera intéressant. Donc là, on va partir Non, mais c'est pas sur faux. Walcott, donc qui a assis sa notoriété du coup de champion, puisqu'il a battu 2 fois Charles officiellement. Et là, eh ben voilà, Marciano, comme tu dis, il pouvait pas l'éviter. Il, il peut pas l'éviter. C'est un grand combat. Je sais plus dans quel stade ça se passe, mais je crois que c'est à Ah, je 52 vais te à le dire. Philadelphie. Je vais te le Moi, dire, je je crois que crois que c'est tu as Philadelphie. raison. Il gagne à Je l'ai Philadelphie. noté. Je l'ai noté. Et c'est à. Donc, Walcott Marciano. Ouais, au stade municipal de Philadelphie, Philadelphie, exactement. c'est ça. C'est à Ouais. Philadelphie. Et ben, là encore, vous comprenez que on est dans une période quand même de quelques années où on est sur des changements de régime, si je puis dire. On est d'un nouveau roi à un nouveau roi, mais c'est des changements de régime qui sont historiques, tu vois, qui sont historiques, tu vois, entre la fin de la légende suprême et l'avènement d'un champion qui va impacter la culture, je te dirais la culture américaine. Donc on est sur de la grosse histoire là. Là, on n'est pas simplement sur de l'histoire de boxe de passionnés. On est sur de la grosse histoire, mais avec un grand H. Parce que Jersey Joe, tu vois ce que je pense, c'est que Jersey Joe, il l'aurait affronté Marciano beaucoup plus frais. C'est-à-dire, il aurait eu cette énergie du vingtenaire, tu vois, cette énergie du vingtenaire, mais tu tapes les 38, quand tu tapes 38 ans, 38 ou 39, 38, ouais. 38 ans, une telle carrière, et que tu te manges un Marciano qui est mort à la fin, tu ne pouvais pas gagner ce combat. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, surtout que Jersey Joe, il a toujours eu des bons déplacements, mais quelque part, Jersey Joe, il travaillait pas derrière son jab. Il travaillait pas. Donc ça a laissé, moi je trouve, ça laisse une porte ouverte à la boxe de Marciano pour qu'elle s'exprime. Et c'est un combat violent. C'est un combat extrême. Oh, là, on est sur de la violence. Hein. Extrêmement violent. Je crois que je vous ai mis une photo. Ouais, bah voilà. Euh, mais je vous ai mis cette photo. Pourquoi? Mais c'est un Parce coup de que culte, hein. malgré ce que je vous dis, c'est Jersey Joe pouvait pas gagner. Mais sauf que le combat Jersey Joe, il est bien. Tu vois. Moi, je vous parle sur le papier, sans que le combat se fasse. Sur papier, je trouvais que euh, il y avait un truc, ouais, il y avait un sillon pour Marciano, pour sa boxe. Mais finalement, il a un peu du mal, en fait, Marciano, dans ce combat-là. Il a un Plus peu qu'un du peu mal, même, hein. plus qu'un peu. Plus qu'un peu. Et en fait, le combat est sanglant, tout ça, mais Marciano est derrière. Et Marciano, il sait qu'il est derrière. Il est derrière, il le sait, et puis va arriver ce moment qui est historique, qui est historique. C'est que, encore une fois, et ça tombe sur Jersey Joe Walcott. C'est ça qui est fou. C'est que ça tombe sur lui encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est encore une fois, mais c'est crève-cœur. Hein, quand je te dis que le sentiment crève-cœur l'accompagne. Parce que là, c'est. Écoute, il y a Marciano qui. Je sais plus c'est quel round. C'est le 11e ou c'est le 9e? Très, 13e, 13e. c'est le Où 13e. il le met le KO, ouais. Ouais. 13e, ouais. Tu vois quand même que Marciano, il coupe mieux le ring. Il coupe mieux et qu'il embête plus Walcott, qui est moins à l'aise. Il arrive à mieux le couper, mais c'est pas une question de coup, hein. C'est une question, il arrive mieux à le couper et, et progressivement, il va presque le téléporter, si je puis dire, vers les cordes, vers les cordes. Walcott s'en rend pas trop compte, tu vois, et puis arrive ce, arrive ce coup légendaire, quoi. Ce coup légendaire qui va mais knocker, mais pour la nuit complète, Walcott. Hein. Mais en fait, le combat est assez terrible. En fait, Walcott fait très bien les choses. C'est ça qu'il faut dire, c'est que
il a compris, il a vu Marciano, et dès le premier round, il comprend que c'est un mec qui fait du hand dedans, mais qui du coup a tendance à beaucoup s'exposer. Et Ouais. il le prend en contre avec des bons coups, et d'ailleurs il l'envoie au tapis au premier round, il faut se rappeler, sur un crochet du gauche, C'est vrai, j'ai et oublié. il fait ça pendant 3 rounds assez bien, et il est confronté à un problème, c'est que le problème c'est que Marciano, malgré tout ça, il ralentit pas. Non, Il continue à il avancer, avance, avancer, avancer. ouais, il avance. Et Toujours. c'est humain, au bout d'un moment, tu finis par craquer face à ce genre de mec. Et au Mm. quatrième round, il passe un sale moment, Jersey Joe. Tu penses qu'il va s'effondrer dans quel round, puis il revient très très fort. C'est un combat vraiment où il est devant Jersey Joe, comme tu l'as dit, parce qu'il revient très fort. D'ailleurs, il faut vanter le mérite vraiment des deux boxeurs dans ce combat qui ont eu un menton en acier, une endurance, une capacité à encaisser des coups très durs. Et puis ce 13e round, ouais, ben, ce KO est un des plus célèbres où vraiment il avance comme ça, Martino, puis il y a cette droite qui part, il prend la pointe du menton et la mâchoire, et il y a l'image où tu vois le visage de Zerzezo qui se décompose, et il tombe comme ça, et il a le bras qui s'accroche au corps, et en plus derrière Marciano, au moment où il est déjà sonné, Ouais. il lui remet un crochet gauche, et tu vois Et il part Walcott qui est comme ça, la face au sol, et qui bouge plus. Ouais. Et il bouge plus. Alors c'est assez fou parce que tu vois l'arbitre qui le compte et t'as envie de dire mais ça sert à rien de le compter, tu vois bien qu'il va jamais se relever quoi. Il est immobile comme ça, il bouge plus le mec. Et c'est ouais, quel chaos, c'est terrible ouais. C'est terrible. Et, et donc, parce qu'on l'oublie, parce que tu sais, quand tu dis sors-moi des légendes de la boxe, alors tu vas sortir toutes les légendes, et puis tu vas finir par sortir Rocky Marciano, puis tu vas continuer tout ça. Mais on oublie trop souvent que ça s'est joué à peu, qu'il ne le gagne pas son championnat du monde, qu'il ne le gagne Ouais. pas, tu vois. Et tout. Hein, comme quoi, à quoi ça tient le légendaire, à quoi ça tient. Mais, Et ouais. Mais et, après ap- c'est cette capacité qu'avait Marciano de toujours faire craquer son adversaire. ouais. Au final on va en reparler mais Et c'est exactement ça. Et donc s'ouvre euh, une page de la grande histoire de boxe, c'est la page Marciano qui s'ouvre. Mais la page Marciano, c'est comme toutes les grandes pages d'histoire de boxe. Pourquoi elle est grande? C'est parce que la compétition à côté de lui est grande. Tu vois? La bien qualité sûr. est là. Et, et donc de cette prise de titre, et là, il est une véritable star. Hein. C'est incroyable. Ouais. De cette prise de titre, il va avoir évidemment des défenses de titre. Mais c'est là où je veux en venir. Je pourrais en parler après, mais je vais y aller tout de suite. C'est là où je veux en venir. C'est que, encore une fois, dans notre imaginaire, on pense que le chapitre Rocky Marciano a été un chapitre aussi long que Joe Louis. Tu Et sais, non. on se dit, mais tu sais, c'est tellement légendaire que le mec, il a duré 10 ans. Et non, c'est très court en fait. Hein. C'est très très court. C'est très très court. Cette parenthèse magnifique Rocky Marciano, c'est très très court. C'est 3 ans, comme tu. C'est 3 ans. 52, 5. Avec le titre, hein, je parle. Avec le titre. Oui. C'est 52, 55. Donc bon, je vous spoil. Je vous spoil que oui, on finit en 55. Mais, et c'est ça qu'on oublie. En fait, à la différence de Joe Louis, parce que effectivement, on aime d'amour Walcott et Charles. Mais dans cette histoire de Lineal Champ, on passe du chapitre Joe Louis au grand chapitre Rocky Marciano. Vous comprenez? Il faut le, il faut le dire. Oui. Mais, Oui, oui, oui. tu vois, dans ces grandes figures. Et finalement, à la différence de Joe Louis, Rocky Marciano, c'est 8 défenses de titre. C'est 8 défenses de titre. Et c'est très très court. Et c'est très très court, mais c'est très très bon. C'est Ah très très oui. bon. Oui. C'est-à-dire Ben, que c'est des combats qui tu n'as sont. rien à jeter. Ah ouais. C'est la quintessence ultime du top niveau pendant 3 ans. Et c'est pour ça que ce chapitre, il est incroyable. C'est pour ça, il y a pas à minorer le truc, à dire non, mais c'est du passé, non, mais c'est plus les mêmes poids, non, mais c'est. Non, 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 non. Quand tu as cette telle qualité, c'est un chapitre fou. C'est un chapitre incroyable. Surtout qu'il faut rappeler que même pour l'époque, Marciano est un petit poids lourd, avec Oui, ses 85 kilos, il y a déjà des gars qui font quand même un peu plus de 90 kilos à cette époque-là. Hein. c'est vrai. Tout à fait. Donc il faut le rappeler, ouais. Il faut le rappeler. Et donc, qui revient en scène pour tenter le défi Rocky Marciano? Et donc, donner à Rocky Marciano. Vas-y, vas-y. Ouais, non, j'allais dire parce que tu vas passer sur un autre boxeur, Ouais, la revanche Walcott-Marciano qu'on peut évoquer. ouais. Alors,
Alors là, ça va beaucoup plus qui est vite, hein. un combat qui nous a tous un peu, enfin je pense, puristes de boxe, on s'est tous questionnés sur ce combat où en fait ça se passe terminer au premier round. Ouais. Accélération de Marciano, je crois que c'est un crochet du gauche et un uppercut droit qui le déséquilibre et qui l'envoie au tapis. Et Walcott reste assis, et alors que c'est un entendu. Et puis, au moment où l'arbitre a 10, il se relève sur ses jambes. Et puis il proteste, il dit ouais mais j'étais debout, et il lui dit mais non t'es debout trop tard. Et il y a eu évidemment plusieurs théories sur ce combat, alors ça serait, j'aimerais bien avoir ton avis Captain, parce que les deux théories, c'est soit c'est bidonné, c'est-à-dire que c'est vraiment avec toute la mafia qu'il y a autour, il s'est couché Walcott. Il y avait une autre théorie et de proches de Walcott qui disait vous n'avez pas réalisé les conséquences psychologiques de la première défaite sur Sergey Joe, et quand il prend ce knockdown au premier round, il a déjà plus envie d'y aller. Je sais pas quelle est la vraie version, quel est ton avis toi Captain? Est-ce que les deux seraient pas incompatibles? Enfin, seraient pas compatibles plutôt. Moi, Ouais, c'est ce que je me dis. c'est pas Parce que impossible, c'est ouais. clair que la mafia était encore ultra présente et que l'impact, évidemment aussi l'impact sur la mafia, mais ça n'a pas commencé là, c'est de toute l'histoire. Et la mafia est un être présent dans toutes les histoires qu'on vous raconte. Donc honnêtement, effectivement, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation que c'est fini la boxe. Et d'ailleurs, ça sera fini hein, pour Jersey Joe Walcott après ça. Ah oui, C'est absolument fini. Il n'y a pas de petit combat ou de retour ou quoi que ce soit. C'est fini. c'est ça. Et Et donc, c'est des fois le. c'est ce qui me fait C'est ça. dire que pourquoi ça serait pas entremêlé en fait tout ça. C'est compliqué. Ouais, C'est tout compliqué. à fait. Tout à fait, mais c'est vrai que moi ça m'a. Parce que moi, j'étais plus sur le truc de dire ouais, c'est peut-être bidonné. C'est que ça m'a fait voir le truc d'une façon différente. Je me suis dit, c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer qu'on n'est pas sur le ring. Le mec, il a mangé un terrible KO comme après ça, c'était un combat très dur. Tu arrives bien entraîné et d'un coup tu te prends un knockdown au premier, tu peux avoir dans le truc de te dire c'est bon, c'est foutu, j'ai plus envie, j'ai plus envie. Ça peut arriver Ça aussi. peut arriver. Ça peut être le mélange des deux, comme tu dis, mais c'est vrai que des fois on a tendance à un peu trop peut-être sous-estimer cet aspect-là chez les boxeurs, que t'as plus envie tout simplement d'y aller quoi, au bout d'un moment. Tout à Surtout fait. quand t'as 38, ouais, 38 ans bien passé quoi. Tout à fait. Je te rejoins totalement. Mais c'est bien que t'en reparles là, comme je vous disais, on fait une revue de cette époque et donc évidemment dans notre discours il y a des manques, on ne peut pas aller sur tous les détails. Si vous le voulez, faites exploser les commentaires, nous on répondra présent, il n'y a pas de souci. Donc là où je voulais en venir, c'est que l'autre grande figure avec Walcott qui peut proposer quelque chose, qui peut proposer un vrai duel et une vraie équation pugilistique à Rocky, c'est Ezard Charles. Regarde, elle est belle cette affiche. C'est Ah ouais. Ezard Charles et se combattront deux fois hein, d'ailleurs, hein, si je me trompe, je Oui, ne m'abuse. oui, oui. Ils combattront deux fois. Deux gros combats. Voilà, Deux gros combats, ouais. deux gros combats. Et, et moi je crois, alors je pense que je suis plus focus sur le deuxième, mais là je vous parle de mémoire. Alors est-ce que je confonds le premier et le deuxième? Tu me diras, mais moi je retiens très fort ce que je crois être le deuxième, tu me diras si je me trompe, et sur ce deuxième, c'est le Rocky Marciano qui, en étant le Rocky Marciano, désarçonne n'importe quel grand boxeur. Parce que c'est celui-là, ce combat dont je voulais vous parler. Ce combat, vous regardez, à partir du mi-combat, mais c'est flagrant. Il n'y a plus un jab. Il n'y a Ouais. plus un jab de donné. Et qu'est-ce que quelque part, tu devrais faire contre un Rocky Marciano? C'est essayer de bien bouger et surtout de travailler derrière ton jab. Surtout. Mais là, il fait... C'est ça, en quoi c'était un putain de magicien. Il fait disparaître le jab. Et le jab de Dark Charles, c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Mais même Ah oui. Enza, il est tellement dans les vapes, il le donne plus. Il le donne plus. Et donc, c'est du pain béni pour Rocky. Parce qu'on n'est que sur de la mi-distance, on n'est que sur du crochet, on n'est que sur de l'angle. Et là, Rocky, il est très bien. Il est très bien. Et c'est brutal. C'est très, très, très brutal. Oh, c'est brutal. Oh putain. Ouais. Ah ouais, et bien alors tu compares bien du second, parce qu'en fait le premier est très intéressant à voir, parce que Charles dans le premier met vraiment en place des tactiques surtout qui sont très impressionnantes.
Au niveau du clinch, il parvient à maîtriser Marciano et il était très très fort dans la boxe à l'intérieur, Edgar Charles, et à le dominer. Et après, justement, il se sert un peu plus de son jab et un boxe à distance. Et il propose un truc tactique dans le premier combat à Marciano qui est juste parfait. Et vraiment, en fait, tu sens qu'il arrive avec une stratégie et ça marche à la perfection. Le problème qu'il y a, il se retrouve confronté à ceux à quoi ont été confrontés tous les adversaires de Marciano, c'est qu'au bout d'un moment, tu es quand même rattrapé par les lois de la physique, ces mêmes lois auxquelles Marciano lui semble échapper. C'est-à-dire que toi, tu commences à baisser de régime et lui, il baisse jamais. Et au bout d'un moment, Charles commence à craquer dans le premier combat déjà. Il arrive quand même à faire les 15 rounds. C'est le seul boxeur qui a mené Marciano aux 15 rounds. Ouais. Donc c'est assez spectaculaire, ça va à la décision. Et le deuxième combat, c'est Charles qui arrive déjà un peu plus lourd, plus musculeux. Ouais. Je crois qu'il a jamais été aussi massif quasiment. Ça se voit, hein, ça se voit. Sur les images, Ça se voit, il est, ça se voit. il a jamais. Parce qu'il il est fin. Tu sais, il a un Ouais. morphotype fin. Et là, il est musclé et tout. À se demander si peut-être aussi c'est pas un peu chargé pour C'est l'occasion. possible. C'est possible, hein, C'est possible parce qu'ils viennent des moyens. Et en fait, il fait un truc dans ce deuxième combat, c'est qu'il a vu qu'au premier combat, sa stratégie, aussi bonne soit-elle, a fini par lâcher. Et il fait un pari un peu fou, c'est que d'entrée de jeu, même, quand il se sert pas du jeu, mais d'entrée de jeu, tu vois, il s'en sert pas trop. Il cherche vraiment les coups durs, il cherche à le prendre en contre un Ouais. crochet. Il se met à mi-distance et c'est là qu'il fait, comme tu dis, une erreur. Enfin, il a tenté un truc stratégique qui était fou parce qu'à mi-distance contre Marciano, il se prend des crochets et tout. Et au troisième round, tu vois, tu peux avoir le combat en couleur sur YouTube de très bonne qualité Ah où ouais. tu vois la tête de Charles. Et Charles, c'est comme s'il se disait au troisième, bon ok, j'ai tenté un truc stratégique complètement fou, c'est complètement râpé, mais maintenant le vin est tiré, faut le voir, donc je continue comme ça. Et ça va durer et ça va être un calvaire pour le pauvre Charles qui se bat courageusement. Mais c'est pas possible. Il est à mi-distance, il se mange ses crochets, c'est incroyable, tu te demandes comment il tient debout. Je crois qu'au septième déjà, il y a des mecs dans la foule qui disent arrêtez-le, arrêtez-le. Et au huitième, ouais, le chaos qu'il va prendre, c'est terrible. Ouais. Ah ouais. C'est terrible, c'est sans pitié. Et ça fait oublier la perf sportive de fou du premier combat. Ça fait Ouais, oublier. ah oui, oui. Ça le fait oublier parce que euh, pour comment dire, parce que ce combat-là, Marciano, il remettait les pendules à l'heure, tu vois. Euh, Parce que ne pas avoir fini son adversaire sur l'autre combat, c'était un, tu sais, les gens, parce que Ouais. encore une fois, on vous, il parlait directement à la masse, et la masse, ça réagit vis-à-vis de choses comme ça. Tu sais, Marciano, c'était le destructeur, tu vois. Et donc là, il remet les pendules à l'heure, mais je pense que enfin, c'est pas que je pense, mais je pense, et tu seras d'accord avec moi, mais Marciano, euh, donc chapitre incroyable de boxe qui restera éternellement, et si tu regardes Marciano champion, son- ce grand duel, ça sera le grand duel des Marciano sera Edzar Charles. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, ouais, mais d'ailleurs lui-même avait dit que pour lui, Tarchal, c'était son plus gros défi. Enfin, il le considérait comme l'adversaire le plus difficile qu'il ait eu. Voilà, Et ouais, ça a ça été dit tout. son gros duel, ouais. Ça dit tout. Et donc on arrive à la fin de, ce, de cette période incroyable qui finit avec la carrière de Rocky Marciano, avec un dernier combat, et avec un invité surprise, si je puis dire, qui aurait pu faire partie, on aurait pu aussi le mettre dans ses figures, mais il a moins fait de combats poids lourds. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, je voulais rester sur vraiment ces légendes poids lourds, mais il est une légende en soi, et c'était un homme de défi. Et je l'adore, et d'ailleurs, je pense qu'un jour on fera une énorme vidéo, toi et moi, sur ce personnage qui finira jamais de nous fasciner. Jamais de nous fasciner. C'est que, on oublie encore une fois, mais le grand chapitre Marciano se finit avec ce grand combat contre Archie Moore. Et je te mets, regarde, Archie Moore, donc, lui aussi, légende des mi-lourds au moment des faits, qui tente souvent, qui n'hésite pas à tenter l'aventure chez les poids lourds. Hein, donc comprenez, c'est pas sa catégorie, mais il y va. Parce que pédigré boxe de folie, encore une fois, quand on vous dit nivellement vers le haut technique à cette période-là, Archie Moore a contribué à ça. Regardez la boxe d'Archie Moore, c'est fou.
C'est fou. Comme ça, là, un peu, ouais. C'est, Ouais, très. voilà, avoir une lecture défensive à cette période-là, ça te démonte le IQ box. Et donc, combat fou. Pourquoi? Parce que le combat commence extrêmement bien pour Archie. Extrêmement bien. Deuxième round, il met un knockdown à Rocky. Et ça, on n'a pas l'habitude. Hein. Ça, on a l'habitude. Et d'ailleurs, maintenant qu'on y est, là, je te pose une question. Parce que avec ce combat va s'arrêter la dynastie Marciano. Est-ce que tu crois que ce knockdown, dans la tête de Marciano, il se dit, bon, je retourne au combat, on connaît Marciano. Mais est-ce qu'aussi au fond de lui, il se dit pas, c'est le signe qu'il faut que j'arrête? Ouais, c'est possible. C'est possible. Peut-être, ouais, c'est probable qu'il ait. Alors, je sais pas, est-ce que c'est le rythme de vie qu'il a pris en dehors parce que c'était une superstar, comme tu l'as rappelé, qui fait qu'il s'est dit peut-être maintenant, ouais, j'ai plus envie de me faire mal. Mais ouais, il se fait vraiment surprendre dès le début. Il se mange ce knockdown qui est assez terrible. Et comme tu le dis, c'est Martino quand même. Donc, il est sur le ring, il est dans son combat, il lâche rien. Et mais et en fait, va arriver, ça a toujours été assez linéaire avec Marciano, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je comprends qu'il ait cette aura, c'est que il est toujours tombé, je pense que ce soit les Walcott, les Charles ou les Moore étaient des mecs plus techniques que lui. Sauf qu'en fait, avec un plus gros Q-Box, sauf que lui, il a ce truc qu'il arrive à déjouer tout ça, en fait, avec son cœur, en y allant, en ne baissant pas de rime. C'est une anomalie, Marciano. Il avance toujours et tu ne le ralentis pas, tu peux lui mettre les plus gros coups que tu veux, les pires crochets. Ce gars-là ne relâche jamais la pression et c'est imboxable quelque part, un mec comme ça. Et c'est ce qui se Sans passe. arrêt avance. Et Moore, malgré son début de combat complètement fou, il va craquer. Je crois qu'il va 3 fois au tapis après dans le combat avant de finir KO, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, il craque. Il craque, mais c'est normal. Enfin, je veux dire. Bien sûr, c'est normal, ouais. C'est normal, mais. Et lui aussi qui a porté tout son bagage technique. Moi, ce qui me fascine, c'est que Marciano, il a affronté au moins 3 adversaires avec un bagage technique différent. Où vraiment, tu peux voir ce que je disais en début de vidéo, l'apport de chaque. Donc, un peu l'école de boxe de chaque. Et à chaque fois, ça craque. C'est pertinemment bon, mais face à Marciano, comme tu le dis, ça craque. C'est fou. C'est extrêmement fou. Mais un Marciano qui, justement, qui devait avoir une caisse de folie, et ça se reposait sur un physique aussi de folie, et donc Marciano d'une intelligence extrême de comprendre que il faut pas casser la machine. Tu vois. Oui. Il faut pas casser la machine. Voilà, vas-y. Pour en revenir juste à ce que tu disais sur Marciano au final ça craque, en fait c'est moi ce que je réalisais en revoyant les combats. À part le deuxième combat de Charles où il tente un truc stratégique complètement fou et ça marche pas du tout, mais si tu vois le premier combat ou tu vois les combats de Walcott, de Moore, tu peux jamais dire que ces adversaires en fait ont fait des erreurs stratégiques face à lui. Ils avaient généralement même la bonne stratégie, mais tu as beau avoir la bonne stratégie face à Marciano, il y a au bout d'un moment, la boxe c'est un combat. Au bout d'un moment, la boxe c'est un combat, et ça va être à ça, il remettait toujours la notion de combat, la notion de bataille au centre du ring. Et tous ses adversaires, ils voulaient déjouer ça. Mais sauf que tu n'y arrivais pas. C'est comme un trou noir. Tu étais aspiré à devoir te battre avec Marciano. Et à devoir te battre avec Marciano à mi-distance, c'était juste impossible. C'était juste impossible. Et c'est pour ça que je tiens à dire aussi, parce que c'est vrai que des détracteurs de Marciano peuvent dire, et c'est un point à souligner, je suis d'accord, de dire, voilà, il bat Joe Walcott qui a 38 ans, il bat Archie Moore qui avait déjà 39 ans, je crois. Walter Charles c'était un peu plus jeune, il avait 32, 33 ans, mais bon, il avait déjà eu des guerres, ok. Mais honnêtement, un Jersey Joe Walcott de 38 ans valait bien mieux que beaucoup de jeunes challengers de l'époque et d'autres époques qu'on a vu, attention. Ouais. Et même Archie Moore. Et même Archie Moore, parce que voilà, Archie Moore, on est en 55. Et le combat de folie contre Yvon Durel. C'est 2 ans plus tard. C'est 3 ans plus tard. C'est 58.
C'est Ah oui, je 58? croyais que c'est 57 le C'est premier avec 50, Durel, ouais. c'est 58, Ouais, tu vois. tu vois? Donc il était, enfin, c'était pas des mecs qui prenaient un chèque sortir de la retraite, tout ça. Archimond, il était pas dans cette optique-là. Non, Il mais tentait le challenge, il tentait le défi, tentait le bien défi. sûr. Sauf que ça se casse les dents face au défi, et ce qui fait que Rocky, alors oui, toutes les histoires autour de Rocky Marciano, il y a pas de souci, mais Rocky sera ce champion invaincu que la boxe est connue. Tout simplement, un de ces champions invaincus, mais à mes yeux, le symbole du champion invaincu, parce que Oui. comment dire, la période en tant que tenant du titre est peut-être courte, mais la qualité et le rythme imposé, euh, c'est quelque chose. Hein. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire. Voilà, bah, voilà, 1947, 1955, un rayonnement chez les lourds comme finalement jamais on en a vécu, parce que c'est plusieurs figures en place. Souvent, les poids lourds étaient tenus par une grande figure, une vraie locomotive, mais là, les forces en présence ont été pour la première fois ont été plus ou moins équilibrées avec ben, des légendes absolues et qui resteront à jamais. C'est une période incroyable. Est-ce que tu voudrais redire quelque chose sur cette parenthèse magnifique? Écoute, je pense on a dit pas mal. C'est, ouais, c'est vrai que c'est un peu, moi, je vais reprendre un peu des termes qu'on emploie souvent à tort à travers, mais c'est un peu un fabuleux sport, on va dire, de la période poids lourd. Et d'une période où, en fait, où la boxe était au sommet, vraiment, les années 40, les années 50, la boxe est au sommet du monde. Et ouais, ben, comme tu l'as dit, en fait, ça a été vraiment quatre profils différents, quatre boxes différentes, que chacun leur rapport, et qui nous ont offert ouais, parmi les plus belles pages de l'histoire de la boxe. C'est assez marrant en fait de constater, quoi que non, j'allais dire, à part un nom, Edgar Charles Seymour, au final, ils sont tous poids lourds naturels quand même, au final. J'allais dire, il y en a beaucoup qui venaient des mi-lourds, mais non. Mais ouais, c'est une page qui est trop oubliée, là, bon, qui s'est peut-être un peu fait manger aussi par les années 70, qui ont été Bien sûr. exceptionnelles chez les lourds. Mais il y avait quand même, ouais, c'est des combats de folie vraiment, et il fallait les remettre sur le devant de la scène un peu ces combats parce que c'est une époque formidable. Et puis quand tu vois tout ce qui s'est passé autour, que ce soit chez les moyens, chez les plumes et tout, c'était vraiment toute l'époque qui était formidable. Quoi. Là, on s'est centré chez les lourds, mais il y aurait tellement à dire sur toutes les autres On catégories de parle, cette période. comprenez-nous bien, on parle du sport dominant mondialement. On parle du sport Exactement. numéro un là. Et on vous parle de la Champions League du sport numéro un à l'époque, quoi. Mondialement. Donc on peut même plus vraiment le comprendre. On le Ouais, dit, on essaye de percevoir ce que ça valait, mais c'était juste dingue. C'était juste dingue. Vraiment. c'est Vraiment. ça. Ouais. Bah, écoute, ça m'a fait